Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la vidéo hebdo, analyse surtout graphique. Cette semaine, moi j'ai pas mis la webcam, excusez-moi, petit problème de logiciel d'enregistrement. Donc on verra dans les autres semaines, mais ça va être le même type de vidéo, même une vidéo de toute façon où je vais parcourir un peu tout ce que j'ai à vous dire et avec pas mal, je pense, de plus-value à vous apporter à chaque fois dans le suivi du marché, même si c'est pas toujours pour du trading intraday à l'instant T, mais pour la compréhension globale du marché et savoir ce qu'on doit faire. Donc, en fonction des thématiques qui vous intéressent plus ou moins, je vous invite à naviguer dans la vidéo, hein, bien évidemment. Si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo dans son intégralité, ce qu'on va faire, c'est que première partie, pour vous donner un peu le sommaire, si j'ose dire, première partie, là, je vais vous reparler un petit peu en fait de la rotation qu'on peut voir venir sur ce marché qui est pour l'instant clairement maintenant un bull market, surtout on va dire sur la finance traditionnelle. C'est un peu moins vrai sur la crypto, mais on est en plein dedans maintenant sur la finance tradi portée par les semi-conducteurs. Mais on va voir ensemble, je vais vous expliquer plus en détail, notamment dans le S&P 500, quels sont les grands secteurs et où est-ce on aurait le plus de chances de voir l'argent, les capitaux des gros fonds et des institutionnels euh, se déplacer si jamais on commence à avoir des prises de profit sur tout ce qui est tech, IA. Donc je vais vous montrer ça dans une première partie. Et puis après, dans les autres parties de la vidéo, ce sera plus de l'analyse graphique technique, mais dans des projections de scénarios à court et plus long terme parfois, avec d'abord les indices américains, S&P 500, Nasdaq, Russell 2000 pour les petites caps, la partie crypto avec Bitcoin et quelques autres cryptos. Ensuite, les grands secteurs, justement, on refera un tour sur les grands secteurs avec les semi-conducteurs. Et après, je ferai justement un zoom sur deux secteurs dont je veux vous parler. On pourra avoir le plus de chances de rotation, qui est le secteur des logiciels ou le secteur des financières. Ensuite, on verra des sous-secteurs, mais les plus punchy, plus à risque, un peu comme la crypto, hein, quelque part, mais des secteurs comme le quantique ou le nucléaire, le spatial, ça je vais en parler. Des choses qui pourraient continuer à driver le marché à la hausse ou là où on pourrait voir le plus de performance. Une petite partie à la fin sur les matières premières et les métaux précieux, dont l'or. Et puis, rapidement en fin de vidéo, un point sur le calendrier de la semaine à venir. Et puis sur les principaux résultats d'entreprise aussi à venir avec quelques petites choses intéressantes. Donc voilà, vous pouvez naviguer au fur et à mesure. Donc voilà, dans l'ordre chronologique, ce que je vais faire. Donc maintenant, on commence. Donc la fameuse rotation sectorielle. Donc là, on est haussier S&P 500, on est encore plus haussier Nasdaq. Donc pourquoi? Parce que le marché est globalement haussier malgré les risques géopolitiques à un moment donné qui avaient été pricés avec le conflit au Moyen-Orient et plus précisément en Iran. Mais en réalité, le marché est super optimiste sur toute la partie justement intelligence artificielle, data center. euh, et tout ce qui est après tout l'écosystème industriel et technologique qui commence à se construire autour de ça. Donc notamment certains matériaux, l'accès à la mémoire pour faire tourner les puces, les GPU qui font tourner les modèles d'intelligence artificielle et les hyperscalers comme les champions de la tech qui tournent autour de ça. Donc le marché est largement porté par ça. Toute la hype. D'ailleurs, c'est pour ça que la crypto enfin, ne profite pas, on va dire, d'une méga hausse, parce que l'argent est en train de se faire sur ce secteur-là. Maintenant, ça fait quand même, même depuis mars, fin mars, c'est allé très vite. Je vous montrerai, on a une hausse très importante hein, sur l'ETF, un des trackers majeurs des semi-conducteurs qui est SMH. Et la question, c'est, est-on dans un bull market plus durable? Ou est-ce qu'on est dans une euphorie très localisée qui va retomber, typiquement que dans les semi-conducteurs et donc ETF, SMH et un peu plus donc la tech. Et derrière, eh bien, ça ne suivra pas en fait. On n'aura pas véritablement de rotation. Donc soit on est dans un vrai bull market et à un moment donné on commence à être dans une euphorie généralisée et les profits qui ont été réalisés d'abord sur les semi-conducteurs, il peut y avoir une petite prise de profit, mais l'argent ne sort pas complètement du marché et va dans d'autres secteurs. Et ensuite, éventuellement, il repart même encore dans les semi-conducteurs et on part dans un cycle.
plus long. Ou alors, quand ça commence à prendre des profits sur les champions de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs et sur le TF SMH, en fait, l'argent ne part pas sur les autres secteurs qui étaient un peu à la traîne et en réalité, il sort directement du marché. Et là, donc, on a un risque de correction plus importante, voire je ne veux pas parler de bear market, mais voilà, de quelque chose d'assez décevant au final et qui ne se construira pas dans le temps bien plus longtemps. Donc, c'est vraiment la question. C'est ce qui va nous intéresser pour le reste de l'année pour savoir quelles lunettes on va prendre, quoi. Plutôt bullish ou plutôt bearish. Et ici, vous avez sur le site de State Street qui fait quand même, donc notamment qui sont à l'origine hein, de l'ETF majeur pour le S&P 500 qui est le SPY que vous voyez ici. Et en fait, ils vous mettent ici en détail la composition avec les secteurs. Donc évidemment, on a une grosse dominance, même dans le S&P 500 maintenant, du secteur Information Technology, donc la tech. Et donc dedans des Nvidia, des Microsoft, vous connaissez la chanson, et dedans, bah, on va mettre toutes ces nouvelles entreprises notamment, même si certaines sont des petites capes, hein, elles ne sont pas dans le S&P 500 mais sont dans le Nasdaq, et toutes ces entreprises qui sont en train de profiter à plein de la hype et du développement de l'intelligence artificielle, du seeding des puces, des data centers, etc. Et vous voyez que loin derrière, mais toujours en deux, quand même dans le S&P 500, on a le secteur voilà, de tout ce qui est finance, donc assurance, banque, qui est le deuxième avec 11,69% de l'indice. Et donc, vous voyez que c'est loin derrière, puisque maintenant, on a plus d'un tiers du S&P 500 qui est composé de valeurs tech. Ensuite, Communication Services arrive en 3, où là, en fait, c'est un petit peu un cousin de la tech, mais plus sur de l'aspect un peu marketing. Par exemple, Meta va être dans cette partie-là. Et ça vient un peu prendre le relais, mais il est en troisième, il est quand même moins important, mais c'est quand même un secteur qu'on dit risk on, quoi. Ensuite, le quatrième, c'est le secteur industriel. Et vous voyez que la santé est en train de perdre un peu petit à petit de son importance en tant que secteur dans le S&P 500. Il représente plus que 8,32% en fait de l'indice. Là, ici, c'est pas marqué, mais le sixième, c'est consommation discrétionnaire, donc c'est la conso non essentielle, hein, notamment loisirs, équipements, équipements non essentiels. Ensuite, le consumer staples, on commence à être dans des secteurs qui sont moins importants, dans le S&P 500, moins de 5%. Et ça, c'est la consommation essentielle, les consommations de base, alimentation, hygiène notamment. Le secteur de l'énergie, vous voyez, qui représente que 3 à 30%, mais qui peut, euh, qui peut faire office de hedge un peu intéressant hein, par les temps qui courent quand on a des tensions géopolitiques. Les utilities, ça c'est les services des collectivités, donc ça va être infrastructure, électricité, eau. Et puis ensuite, ça pèse de moins en moins. Vous avez les matériaux et puis une petite partie de tracker de l'immobilier. Donc voilà, donc en fait, c'est pour ça que je vais surveiller notamment les financières parce que ça reste le secteur numéro 2 dans le tracker ETF du S&P 500. Et puis on parlera un petit peu aussi, dans une moindre mesure, de la santé. Et donc, Communication Services, on va mettre notamment les logiciels. Et pour ça, je basculerai vers un ETF plus spécialisé qui est IGV, dont je vous ai déjà parlé. Et c'est surtout donc dans les financières et dans communication et logiciel que je vais voir si on a une rotation des flux de capitaux prochainement pour pouvoir s'orienter au bon endroit dans nos investissements, là où on prend des profits, là où on rachète, etc. Donc voilà, c'est toujours bien de garder de garder en tête euh, cette allocation pour comprendre un peu de quoi est fait le marché et pourquoi il monte, pourquoi tel ou tel secteur a plus ou moins d'impact en fait sur des indices au global et, euh, et en fait le sentiment sur le marché quoi. Des valeurs, si vous voulez, des valeurs industrielles ou de l'énergie, même s'ils booment, ça aura moins d'impact au global sur un sentiment très aussi sur le marché que quand en ce moment c'est le secteur de la tech qui est en plein boom. Donc voilà, c'est ça qu'il y a à retenir. Donc on passe à la partie graphique. Donc je crois que ça se passe de commentaires. Donc là, le S&P 500, je suis en daily.
Vous voyez, comme toujours, je répète à chaque fois pour ceux qui seraient nouveaux, mais donc vous avez la valeur en dollars ou en points de l'instrument qu'on regarde sur l'échelle verticale et les dates sur l'échelle horizontale. Donc là, une bougie égale une journée de cotation et donc vous voyez le contrôle total des acheteurs sur le S&P 500 depuis fin mars. Voilà. Donc maintenant, je vais faire plusieurs plusieurs petits points avec vous. Je suis pas à 0,1% près là, mais en gros, le S&P 500 rebondit de plus de 16%, presque 17%, en même pas un mois et demi, un peu plus d'un mois maintenant. Et encore, vous allez voir, le Nasdaq, c'est plus fort parce que lui est plus pondéré en tech, bien évidemment. Dans le S&P 500, vous avez tous les secteurs dont je viens de vous parler, dont certains sont beaucoup moins haussiers, beaucoup moins impressionnants que la tech. Donc, ça pèse un peu plus sur l'indice, si vous voulez. Mais donc, contrôle total des acheteurs. Ici, je laisse un graphique volontairement simple avec trois moyennes mobiles exponentielles, trois EMA, une 12 en jaune, une 26 en violet et une 200 pour du plus long terme en rouge et juste un RSI. Donc voilà, c'est pour simplifier ces vidéos. Ici, quand on fait de la vidéo hebdo, c'est pas de rentrer dans du méga détail de trading intraday technique. Ça, ce sera éventuellement pour d'autres séances qu'on fait ensemble, en particulier ou en live. Donc, en gros, là, faut rester simple pour garder la vision globale. On ride en fait le MA12 depuis début avril. On pourrait très bien continuer de temps en temps à se rappuyer dessus et à monter. Donc en fait, c'est hyper impressionnant ce flux acheteur. Il n'y a pas de raison pour l'instant, on n'a pas de red flag. À chaque fois qu'il y a quelques journées de correction, c'est tout de suite racheté derrière, comme vous pouvez le voir. Maintenant, les anciens plus hauts du S&P 500 paraissent déjà un peu loin. Celui de fin de l'année dernière, début d'année, c'est grosso modo, c'était le seuil des 7000 points à quelques points près, qui faisait office de plafond. Et là, maintenant, on est à 7420, quoi. Vendredi, on a terminé, vendredi 8 mai, on a terminé à 7420. Donc, on pourrait même avoir, si on avait un retracement plus profond pour retourner, là je vous ai mis le retracement Fibo d'ailleurs, pour à ce stade, qui va évoluer jour après jour, mais pour l'instant du point bas au point haut de ce rebond, 0,382 justement là maintenant, il est sur le niveau des 7000. Donc si on avait une correction carrément daily, en fait, on pourrait faire un higher low daily, on a largement de la place. Même si le S&P retombait là, sur la zone proche des 7000, ce serait une tentative d'achat pour peut-être continuer après le rallye plus tard dans l'année. Donc les acheteurs sont à l'aise là, si vous voulez. Ça va finir par corriger. On ne sait pas exactement quand. Il y aura une correction, mais voilà, toute correction en H4 ou en daily sera considérée dans un premier temps comme des tentatives d'achat sur repli, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à qu'il se passe éventuellement quelque chose ou qui nous dise de faire plus attention. Si je mets rapidement en hebdomadaire, vous voyez à quel point c'est puissant en fait. On a mis quand même pas mal de semaines pour faire de la correction, les gens commençaient à avoir peur, alors qu'on a fait simplement en fait un bull flag weekly, hebdomadaire, voire mensuel. Et là, ça fait maintenant 6 semaines qu'on est en train à chaque fois de faire des grosses semaines vertes acheteuses en fait. Donc, pardon pour ça. Prenez si vous regardez en fait comme je vous disais en weekly et que vous regardez le RSI, pour dire que vous avez des gens qui vont tout le temps utiliser, ça j'en ai parlé dans un audio cette semaine, il y a des gens qui vont utiliser l'actualité géopolitique pour tenter de faire du sensationnel, faire peur sur le marché, et qui vous disent ah ça monte trop, c'est pas normal, méfiez-vous, ça va être un piège. Mais dans l'histoire des marchés, globalement, surtout quand on regarde des indices boursiers, bah la plupart du temps, ils sont quand même en rythme de croisière plutôt haussière. Donc, c'est des produits financiers qui sont faits pour monter, puisque les grands perdants, au bout d'un moment, sont sortis des indices et les nouveaux gagnants sont introduits à un moment donné dans les indices. Donc, bien sûr, c'est la vie du marché. Quand on investit en actions, ce sont des actifs risqués. Par moment, les drawdowns font partie de l'aventure, si j'ose dire. Donc, mais regardez, si on dézoome là en weekly, donc bah ça c'était déjà le drop qu'avait fait en 2025, beaucoup parlé de lui, crise des droits de douane de Trump. Vous prenez un drawdown de 20%, un peu plus. Mais derrière, quelques temps après, vous êtes de nouveau plus haut.
Là, cette année, on s'est fait peur, et le drawdown était même moins important au final, à peu de choses près, encore une fois, hein, que celui des droits de douane. Là, le drawdown, c'était, allez, tout juste 10% là, sur le S&P. 2 fois moins que les droits de douane. Et derrière, on repart d'autant plus fort. Alors à un moment donné, peut-être qu'on va corriger plus fort. Mais là, pour l'instant, voilà, les semaines s'enchaînent. Regardez le RSI. Lors du bull market de 2024, ici, on a pu atteindre sur le RSI weekly des valeurs de 79,80 presque. Je dis pas qu'on va forcément y retourner, mais le RSI sur un S&P 500 weekly peut y aller sur ces valeurs. Et là, pour l'instant, on commence à peine à rentrer dans la zone des 70, qui est dite de surachat, mais ça pourrait bien continuer en fait. Euh, Regardez, quand le RSI rentre en surachat, vous avez peut-être même des fois des petites corrections, et derrière ça repart. Il faut attendre plusieurs fois des tentatives dans la zone de surachat du RSI et des enchaînements en fait de divergence prix indicateur, hein, là entre le prix et le RSI, pour voir des corrections plus importantes. Donc là, on pourrait très bien s'installer au-dessus des 70 et refaire encore plusieurs semaines de hausse. Qui vous dit, après à long terme, même après une petite correction, moi je vous dis, d'ici la fin de l'année 2026, le S&P 500 à 8000 points, c'est pas impossible. Moi, je parierais pas contre, en tout cas. Même si on a une correction intermédiaire entre deux, mais là, vu comme c'est parti, si on continue à avoir de l'optimisme dans le secteur de l'IA, des data centers, et que les résultats d'entreprise, notamment des champions de la tech, ils continuent de faire des super trimestres au niveau des résultats, bah, de toute façon, au niveau des valorisations d'entreprise, le marché fera son choix et il se dira, euh, pour l'avenir, plus ou moins proche, c'est bien qu'on place nos capitaux là-dedans, on va continuer à acheter. Donc c'est tout à fait possible. Il faut pas penser tout de suite au crash, etc. On attendra de voir quand même tout simplement déjà dans nos suivis de tendance, nos EMA 12, nos EMA 26. Est-ce que on commence à perdre les moyennes mobiles? Et je vous montrerai notamment sur sur d'autres secteurs. C'est là qu'on peut descendre en intra-horaire, en H1, pour commencer à voir après en zoom, pour essayer d'identifier un peu plus tôt un changement de séquence, un changement de cycle, des bulls qui n'arrivent plus à tenir certaines moyennes mobiles plus court terme. Là, éventuellement, voilà, on peut commencer à se dire, il se passe quelque chose. Il faut savoir jongler dans les unités de temps, en fait. Donc, comme je le disais, le Nasdaq, c'est la même chose en encore plus punchy. Regardez quand même que le Nasdaq, depuis fin mars, lui, il fait 27% de hausse. À l'intérieur, tous les champions de la tech, les entreprises de semi-conducteurs, etc. Je vous passe les détails. Donc, là, regardez comment les moyennes mobiles sont pentues. Alors, à un moment donné, voilà, mais là, le Nasdaq en daily, il a même de la place pour aller chercher la moyenne mobile 12 à un moment donné et repartir, hein. Il n'y a aucune alerte rouge, quoi. Le Nasdaq, 29 330 points. On a presque le niveau tout rond des 30 000 points qui peut faire office d'aimant pour attirer le prix et là, on pourrait toper dans un premier temps. Donc là, je vous montre hein, typiquement comment même quand on rentre, je zoome en H1 pour le Nasdaq volontairement. Regardez comment depuis, quand on regarde depuis mi-avril, hein, et donc ce sera valable aussi cette semaine, comment les bears ne prennent jamais l'initiative, même en H1, pour former en fait, on va dire, des plus hauts, plus bas que le précédent, et des plus bas que les précédents. Donc inverser une loi de dos baissière. Regardez par exemple fin avril, on avait une première tentative. Là, cette fois, on aurait pu se dire, ah, ça commence à bloquer, et là, tac, on forme un plus haut, plus bas que le précédent, et on commence à faire une loi de dos. Un peu baissière. Là, on avait une première alerte le 28 avril, petite mais qui n'a pas duré longtemps. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur l'ancienne résistance, H1, qui était là le 23 avril, autour de 27 140 points. Et en fait, les bears n'arrivent pas à franchir, en fait, à recasser cette ancienne résistance. Les bulls tiennent le support, en fait. Et derrière, on voit qu'il n'y a pas de follow-through bear et on repart.
Voilà, c'était le FOMC à ce moment-là, un peu de volatilité, mais on continue. Donc, tant qu'on voit ça, il n'y a pas de follow-through en H1. Là, c'est pareil. On tente quelque chose, un petit truc. En fait, dès qu'on commence à casser un support, derrière, il n'y a pas de suivi, c'est racheté, paf, on repart. Donc, quand vous regardez ça, c'est une trend dès qu'il y a c'est démoralisant pour les bears, si vous voulez. Dès qu'il y a dès qu'il y a le moindre signe que peut-être les vendeurs sont en train de faire quelque chose, paf, derrière, vous avez les acheteurs qui remettent une sacrée couche. Sur le Nasdaq, c'est terrible, hein. Ceux qui s'amusent à shorter cet indice, je sais pas comment ils font, hein. Je pense qu'ils perdent beaucoup d'argent, mais je vois pas pourquoi il faut se mettre short sur le Nasdaq en ce moment, quoi. Il y a eu des semaines et des semaines pour tenter de baisser un petit peu, et puis derrière, en quelques séances, paf, on recasse tout à la hausse. C'est ultra puissant. Donc ultra puissant sur le Nasdaq, zéro red flag. Bien sûr, on pourra regarder un petit peu au fur et à mesure pour faire attention, comme je vous dis. Quand on commencera à voir des changements de rythme, éventuellement H1, on pourra se dire qu'on est dans peut-être une correction daily plus importante, qui ira sur le Nasdaq peut-être sur les anciens plus hauts. On commence à casser des supports en H1, ça veut peut-être dire qu'en daily, on va faire quelque chose comme ça, qu'on va retourner sous les 27 temporairement, puis derrière on verra. Puis au final, ça fera un higher low daily par rapport au plus bas de fin mars, et si elle se trouve derrière, eh ben, on repartira encore sur le reste de 2026. Allez, continuer à monter sur le Nasdaq si on a un cycle très favorable, comme je disais, IA, data center, etc. Ok, donc ça c'est dit. Maintenant, je voulais vous montrer rapidement IWM, qui est donc l'indice des petites capes américaines, et là-dedans on a aussi des secteurs punchy. Bah c'est pareil, hein. Nouveau record, c'est sûr, c'est moins impressionnant que le Nasdaq, parce que dedans vous avez aussi des small caps qui peuvent souffrir un petit peu des taux qui restent globalement élevés. Mais vous voyez, pareil, hein, bien sûr, vous avez plus de journées rouges, ça fait plus de yo-yo, comme sur des secteurs que je vous montrerai plus typiques tout à l'heure. Mais globalement, au-dessus de toutes les EMA en daily. Donc pour l'instant, pareil, all-time high, on est sur des niveaux records. On pourrait continuer à avoir cette trend daily pendant un moment sur IWM. Donc voilà pour les indices. Maintenant, la crypto, Bitcoin. Donc c'est aussi, mais on revient de très très loin. Donc depuis un moment, on est sur ce canal daily qui lui aussi a commencé grosso modo début avril, au moment où ça a commencé à se décanter un peu au niveau de la guerre en Iran. On ride pareil les EMA 12, l'EMA 12 et 26 globalement, mais c'est beaucoup plus lent que sur les indices boursiers. Pourquoi? Parce que la hype est sur l'IA et pas sur la crypto. Ici, j'ai gardé des fibos de la baisse. Rappelez-vous, Bitcoin, ça fait mal de se le dire, mais le record, c'était 125 000 dollars, même presque 126 000. Et là, on est à 81 200 au moment où j'enregistre cette vidéo, là, ce dimanche 10 mai. Et on est revenu tester. Donc, ok, on est sorti un peu de cette zone de range, mais là, on vient dans une zone où d'ailleurs, ça peut être dangereux. Il y aura beaucoup à faire pour les acheteurs pour confirmer. On revient en contact de l'EMA 200 daily. Vous voyez ici en rouge. On revient en contact d'un premier support lors du premier gros drop de novembre 2025. Ok? On était dans une zone de EMA daily. On a une zone, qu'est-ce que je dis? Une zone d'imbalance daily. On a une plus grosse zone aussi weekly, qui elle monte quasiment jusqu'à 85 000, un petit peu au-dessus, qui correspond, ça ce sera une zone très importante pour moi, autour des 85 000 dollars. Donc, si on continue à être positif au global et que Bitcoin continue à en profiter un peu, on pourrait temporairement casser ce plus haut là qu'on avait fait, qu'on avait fait sur la journée de mercredi 6 mai, donc avec un high temporaire à 82 850 dollars. Là, ce week-end, en plus, on tend à remonter quand même un petit peu. Et puis derrière, la prochaine zone, c'est vers les 85 000. 0,38 de retracement de toute la baisse. Des supports aussi qu'on avait marqué deux fois avec des mèches en décembre 2025, que vous voyez ici. Une zone de support un peu plus marquée qui peut temporairement faire résistance, hein. Et donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que
sur Bitcoin, on peut avoir une sorte de rising wedge qui est pas forcément quelque chose de très positif. Ah, c'est presque un canal aussi, hein, mais vous voyez, là, je vais le tracer comme ceci. Voilà, ça peut être un canal qui, au bout d'un moment, ressemble à un wedge puisqu'on est en train de, on rétrécit un peu sur les zones en prenant les mèches. OK? Donc ça, c'est à terme une figure qui peut être bearish. C'est-à-dire qu'au final, ça va être un bear flag par rapport à toute la baisse qu'on a eue en janvier, février 2026. C'est-à-dire qu'on continue un peu à le rider. Je vais reprendre je fais ça grossièrement, hein, avec, on revient, puis au bout d'un moment, on va lâcher vraiment le support. Et là, on peut peut-être refaire une vague bear et retester la zone de range avec beaucoup de volume ici. J'ai même pas besoin de vous mettre. On sait qu'il y a beaucoup de fluctuations ici. Donc, sous les 70. Et si ça se gâte, bah, on peut peut-être même faire un plus bas daily weekly. Donc, en fait, on manque encore de preuves de beaucoup de puissance sur Bitcoin. Mais voilà, vous avez ce rising wedge. Vous avez donc ça, c'est un scénario. Vous avez cette zone de polarité très importante à 85 000. Pour moi, il faut être très prudent. À minima, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument vendre ses bitcoins, hein, si on est investisseur long terme dessus. Mais ça veut dire que, en tout cas, on fait pas de nouveaux achats long terme sur ce niveau-là en attendant. Et puis en intraday, on est très prudent quand on arrive dans cette zone. Voilà, c'est ça que je dis. Et derrière, bah, si on regarde, de toute façon, maintenant, on a aussi ce niveau que je vous ai laissé en rouge. Ça, c'est le point bas de vendredi. J'avais essayé vendredi si on sweepait les lots, justement, d'aller prendre un long, mais on n'y est pas allé. Donc, en fait, maintenant, c'est ce niveau-là, 79 181 $, c'est un niveau important sur Bitcoin. Parce que ça voudrait dire que maintenant, en H1, H4, on casserait un support quand même non négligeable si on repasse sous ce niveau. Et qu'on clôture en H1, H4 sous ce niveau. Ça voudrait dire peut-être qu'on reprend une dynamique baissière dès maintenant si on fait ça. Surtout que ça voudrait dire qu'on perdrait aussi le MA12 et voir dans un deuxième temps le MA26. Tout ça doit être des signaux qui doivent nous inquiéter, pour les bulls en tout cas, si jamais ça venait à se produire. Toujours sur la crypto Ethereum, bah, plus faible que Bitcoin, hein, vous voyez, c'est terrible, hein, on bloque. Les bears font un super travail de blocage à 2 450 $. On est à plat, donc en fait depuis mi-avril on est à plat alors que Bitcoin lui continue à monter. Forcément du coup si vous checkez ETH BTC, bah, pour moi ETH est peu important parce que bah voilà, regardez ETH BTC le ratio, vous voyez comment depuis mi-avril, bah, c'est pas sur ETH qu'il faut être, hein. Il est plus faible que Bitcoin. Donc, et d'ailleurs, il revient sur un support important, celui de février. Et là, clairement, il est temps de se défendre sur Ethereum, sinon ça va se dégrader. Donc peut-être qu'on aura un peu de rotation sur les altcoins. Là, ça commence sur certaines et qu'Ethereum va en profiter aussi, mais pour l'instant que c'est difficile, hein, pour Ethereum. Vous voyez que sur ETH-BTC, on est sous les EMA, donc il faut qu'il se passe quelque chose, hein. À minima, ETH-BTC, faut qu'il revienne, faudrait qu'il repasse au-dessus même des 0,03 pour peut-être se dire que là, ça redevient plus intéressant d'essayer de jouer ETH que BTC. TAO, on l'a en portefeuille, donc ça sera intéressant. Justement, je surveille aussi. Tiens, ça, je sais pas pourquoi c'était resté, mais ça ne nous servira plus. Mais on a fait une très bonne entrée autour des 240 $. Et, euh, et voilà, moi je pense que notre swing, on a un swing long TAO. Si Bitcoin vient à 85 000 et que on essaie d'aller chercher cette liquidité ici sur TAO, on va la chercher d'ailleurs, juste au-dessus des 350, on clôturera notre swing. Alors bien évidemment, on verra après parce que là on arrive sur une zone importante. TAO pourrait très bien faire une figure de type tas séance, cup and handle, comme disent nos amis anglais. Voilà, hein, on peut la commencer même ici, la tasse, la anse. Derrière, il faudrait qu'on consolide et qu'on break à la hausse. Là, ce serait très intéressant sur TAO. Là, on rentrerait en swing, même en intraday, pour surfer direction les 500. Mais on n'y est pas encore. Donc on va se méfier. On va se méfier, il y a toujours une possibilité d'échec, d'échec de la figure, c'est sur Bitcoin, ça se gâte, hein, de toute façon. Et puis vous avez d'autres valeurs qui commencent à se réveiller, comme Ton, on a commencé à le jouer la semaine dernière. Bon bah voilà, c'était une explosion très très forte, on a pris le bateau en cours à un moment donné autour des 2,20. Là on n'est plus dedans, donc vous voyez, il faut le temps. Là on peut commencer à faire une consolidation daily à H4 très intéressante.
Donc là, clairement, je le repayerais si en daily on vient en contact de l'EMA12, qui est ici, qui est en train de monter. Donc justement, le contact pourrait se faire en comblement de l'imbalance de cette bougie ici. Donc plutôt en approche des 2 dollars, 2 dollars, 2,10 $. Clairement, si on retourne là et qu'on est au contact de l'EMA12, bon bah, faudra essayer de jouer long sur TAO. Si on descend en H4, on voit justement qu'on est déjà en train peut-être de bull flaguer hein, en H4, donc on n'ira peut-être pas là, mais on verra. De toute façon, en H4, on a aussi notre niveau maintenant à breaker, quitte à attendre en étant un peu plus prudent. C'est les 2,60. Si on commence à clôturer H4 au-dessus de 2,60, on peut peut-être rejoindre un long et jouer la poursuite de l'explosion haussière de TAO. Ok? C'est comme ça qu'on progresse petit à petit et unité de temps après unité de temps. Maintenant, je passe au secteur de la finance tradie. Voilà l'ETF des semi-conducteurs SMH. Je pense que ça se passe de commentaires. C'est surpuissant. Donc, vous avez notamment Nvidia, hein, qui est un leader, mais vous avez plein de valeurs qui ont complètement explosé ces derniers temps, notamment des sous-secteurs, ceux qui fabriquent certains matériaux de semi-conducteurs, certains qui sont spécialistes dans la chaîne de production, certains qui sont spécialistes de la mémoire, parce qu'il y a des pénuries de mémoire pour entraîner modèle IA, voilà. Donc c'est ultra puissant, encore plus que le Nasdaq. De toute façon, c'est ça qui pousse. Depuis qu'on a fait un faux break sous 375 sur SMH, sur cet ETF. Maintenant, on est à 566. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'était juste fin mars, hein. Donc là, en un mois et demi, même pas, on a fait plus 56% de hausse sur SMH. C'est monstrueux. Voilà, et ça se passe de commentaires techniques, hein. Vous voyez que le RSI reste perché en surachat, ça peut durer longtemps. On raille les EMA, on a largement la place de faire des corrections un petit peu, et puis en fait de continuer la hausse. Bon, je vous parlerai un peu quand je vais vous parler des autres secteurs, à un moment où on pourrait faire très attention, c'est-à-dire si on a ce qu'on appelle un blow-off top généralisé. Mais je vais y revenir juste après. Mais bon, c'est monstrueux en fait sur cet ETF SMH. Si vous regardez certaines valeurs de la mémoire, comme je vous disais, vous avez Micron, regardez ça. Ça se passe de commentaires aussi depuis le 1er avril. C'était autour des 340 dollars, maintenant c'est à 746. Vous voyez la tête des graphiques en daily quand même, hein. SanDisk, c'est encore plus impressionnant. Je crois que lui, c'est un des plus gros gagnants. Voilà, SanDisk, autour des 600 dollars. Au 1er avril, là, on est à 1562. Euh, En 2025, fin 2025, on était encore autour de 250 dollars. Donc, vous voyez l'explosion, quoi. Donc, la hype est ici. Elle est sur ce secteur-là. C'est pour ça que la crypto, pour l'instant, elle n'en profite pas, ou en profite moins, parce qu'on voit que la hype est sur ce secteur, clairement. Donc ça, c'était dans des valeurs qu'il y a dans SMH. Maintenant, vous avez un autre ETF qu'il faut regarder. Donc, je vous dis globalement ce qu'il faut retenir hein, de ce qui s'est passé cette semaine et comment on se projette ailleurs. MAX, c'est un ETF pour suivre les Magnificent Seven, que je vous présente plus. Nvidia, Microsoft, etc. Vous compléterez. Bon, bah voilà, fin de semaine, nouvelle ATH, ça y est, il était en retard par rapport au SPI conducteur, mais maintenant, on y est aussi. Ça peut jouer un peu dans la rotation aussi du marché. On est clairement repassé au-dessus des moyennes mobiles court terme, les EMA 12 et 26, qui sont pas si court terme en daily, mais c'est un bon guide. Donc clairement, on pourrait continuer à pousser. Là, vous voyez, vendredi, on a clôturé à plus 1,06% sur Max 7, donc il commence à prendre le relais. Dedans, vous avez des plus forts et des moins forts, mais vous avez Amazon, il me faut celui du Nasdaq, Amazon qui est en ATH clair, qui est en trend bull très clair. Vous avez Google qui est extrêmement aussi en découverte de prix. Forcément, ça ressemble un peu à SMH. Par contre, vous avez des laggers, et je vais revenir. Vous avez Apple commence à se réveiller, mais c'était un peu plus dur, hein. Lui, il vient un peu seulement de passer ses plus hauts. Et puis, le plus faible pour l'instant des Max 7, c'est Microsoft, parce que c'est le secteur des logiciels. Hein, d'accord? Donc, on a quelques disparités à l'intérieur des Max 7. Mais, voilà. Vous avez par un effet de rotation, ça peut aider le marché, il faudra surveiller cet ETF. REMX, c'est les terres rares.
voilà, des secteurs qui sont plus volatiles, mais on voit que les terres rares sont un peu liées pour la fabrication aussi de matériaux essentiels et notamment dans les semi-conducteurs. Donc, même si c'est un peu plus chahuté, on est en ATH, on tend clairement à rider pareil une tendance, hein. Alors on pourrait revenir clairement dans une zone d'équilibre qui est autour des 100 et légèrement sous les 100 pour continuer à monter avec quelques oscillations comme on a fait jusque-là. Mais il y a zéro red flag là-dessus aussi, hein. Et donc, je vais parler un petit peu après. Je vais volontairement terminer par des secteurs où je disais, je pense qu'il y aura plus de rotation parce qu'ils étaient plus faibles jusque-là. Donc, avant ça, je vous montre, pareil, un autre secteur un peu comme celui des terres rares, mais celui de l'uranium ou des acteurs du nucléaire. Donc là, ce n'est pas en ATH, mais on a beaucoup de volatilité avec des grosses journées vertes, des grosses journées rouges. Mais on voit que c'est des secteurs un peu nerveux, mais qui, sur le long terme, les bulles ont toujours la main parce qu'on fait des figures d'oscillation, mais en haut, en haut de cycle. Donc on pourrait très bien compresser un peu et après continuer à faire des plus hauts si justement il y a aussi une rotation vers des valeurs plus spéculatives dans les technologies du nucléaire ou de l'uranium, liées pareil à l'énergie aussi, à l'alimentation pour l'IA et les data centers. Et puis c'est à peu près tout en fait sur les secteurs avant de zoomer dans ce que je veux dire. S'il y a quand même l'énergie qui lui vient un petit peu en décorrélation de la tech. Vous voyez justement quand il y avait eu en début d'année, hein, c'était énorme quand il y avait des tensions au Moyen-Orient. Et là, on peut très bien avoir fait une première phase de correction, on revient. Et là, si ça se redétend à nouveau au Moyen-Orient et qu'on est très risque on, donc on est pour la prise de risque sur les gros acteurs, on pourrait en fait descendre, hein, aller faire des nouveaux plus bas sur cet ETF de l'énergie XLE et revenir carrément peut-être sur les anciens plus hauts de 2024. Donc ce sera plutôt autour des 50, hein. Donc ça, c'est quelque chose de possible si toutes les étoiles bullish s'alignent sur le marché. OK? Et vous voyez bien qu'à chaque fois, on travaille un peu puisque là, au niveau des retracements Fibo, on est sur quelque chose de standard à 0,618 et en fait là, les bears essayent de reprendre la main. Donc là, clairement, soit les tensions se poursuivent, c'est un peu plus dur pour les valeurs de la tech. Et en fait, là, on fait une figure d'équilibrium, on tend de remonter, on gagne du temps, puis on verra après. Soit, comme je vous dis, c'est hyper positif pour le marché. Et dans ce cas-là, on devrait casser cet ancien plus bas vers 53,50 sur XLE, qui devra nous donner aussi un signal comme quoi on peut être ultra positif, hein, sur la tech et continuer globalement ce marché haussier. Un des secteurs qui est décevant aussi, par contre, c'est la santé. On voit que, bah, pour l'instant, vous voyez, cet ETF, lui, il est plutôt en train de batailler avec ses supports. Et pour l'instant, l'argent ne fait pas de rotation. Euh, les capitaux n'ont pas leur flux qui se redirige vers le secteur de la santé. Alors, à un moment donné, ça pourra arriver, hein, mais on a clairement une zone à surveiller maintenant, qui est plutôt autour de 146,60. Bon, vous avez compris, j'ai pas mis la barre verticale, mais 146,60 à surveiller sur cet ETF pour se dire que là, peut-être les bulls sont en train de changer la tendance et on peut revenir dessus. Donc maintenant, les secteurs où il y aurait eu plus de chances de rotation. Et je vais en parler de deux. Je vais parler d'IGV pour les logiciels. En gros, ça va être Communication Services, mais vous avez dedans donc le leader qui est Microsoft, et vous avez du ServiceNow, vous avez du Salesforce. Vous avez compris. Donc le secteur s'était clairement fait défoncer en début d'année et en fin d'année dernière avec les craintes de l'IA, Anthropic, tout ça. Je pense que je suis pas là pour trop parler du fondamental, mais je vous conseille, si vous n'êtes pas trop au courant quand même, mais je pense de suivre un petit peu pour la compréhension du marché, de ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. Et donc cet ETF a perdu très très lourd, hein, plus de 35% depuis ses récents plus hauts qui étaient en octobre de l'année dernière. Maintenant, on a enfin commencé à montrer des premiers signaux de retournement, dans le sens où nous avons fait une inversion de loi de dos avec, comme souvent ça arrive, les inversements de tendance arrivent sur un support plus ou moins majeur, qui est, ou une résistance, hein, dans l'autre sens, mais vous aurez compris, un niveau majeur, on va dire, qui au début est enfoncé par le marché au niveau du prix, puis finalement il est rejeté. Et derrière, vous avez le camp adverse qui reprend la main. Et la deuxième
étape dans ce genre de choses, c'est de commencer à casser, dans le sens des boules, là, c'était de casser des résistances. Chose qui a été faite, ça y est, de manière claire cette semaine, c'était la résistance des 88-50, on va dire, sur IGV. Donc je récapitule. Qu'est-ce qui me fait penser qu'on pourrait voir dans les prochaines semaines de la rotation aller sur le secteur des logiciels pour aider le marché? C'est que on était dans une tendance bearish claire, on fait une oscillation, on tente de breaker un support, ça ne marche pas, les acheteurs reprennent la main, on reteste les moyennes mobiles, et là on remonte et en plus on casse une résistance et on finit la semaine quasiment sur les plus hauts. Pour moi, c'est une belle démonstration et on pourrait donc, sur IGV, retrouver des flux et on peut avoir des valeurs intéressantes à jouer en intraday là-dessus prochainement. Au premier rang desquels Microsoft, par exemple. Si je prends le retracement Fibo de toute la baisse, de toute façon, on se dit qu'on pourrait aller chercher cette rotation, aller jouer IGV qui revient dans la Golden Pocket. Et vous voyez, quand vous mettez tout en place, il n'y a pas besoin d'aller chercher des indicateurs très sorciers, etc. C'est juste une compréhension globale des flux du marché. La Golden Pocket, entre 95 et quelques, et un peu au-dessus de 100. Comme par hasard, c'est un niveau pivot qui revient quand on remonte à novembre. Donc pour moi, clairement, IGV, pour arrondir jusqu'au 100, on peut peut-être accompagner, et puis après, on se reméfiera, parce que bah, il a pris une sacrée claque. Et puis, avec les effets de rotation, on a IGV qui pourrait faire ça. Pendant ce temps-là, on consolide ou on baisse un petit peu sur les semi-conducteurs, sur SMH. Et puis, au bout d'un moment, le flow revient sur SMH parce que c'est le grand secteur gagnant de cette année. Et IGV, lui, refera une correction et on verra. On verra plus tard, ça, si c'est un higher low ou si ça revient très mauvais sur IGV. Mais à court terme, là, ça peut être bon pour la rotation. Le deuxième, c'est les financières. Un peu plus risqué, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est le deuxième secteur le plus important dans le S&P 500. Vous avez quand même de la dérégulation, une administration Trump qui tend quand même à faciliter la vie pour les banques. Vous voyez que là, on tend à bull flaguer en daily. Alors, c'est pas encore fait, je vous l'accorde. Les plus prudents, on attendrait de repasser au-dessus de 52,60. Mais clairement, là, ce qu'on peut voir, c'est ce que vous avez vu sur IGV avec un peu plus de retard. On corrige fortement, on fait une première tentative de rebond. Là, on a tenté d'ailleurs de breaker plus fort, c'était invalidé. On remonte, on baisse, on teste les moyennes mobiles. Certes, un peu plus là hein, que je voudrais, je vous avoue, surtout qu'on finit la semaine assez faible. Mais derrière, ce qu'on aimerait voir au bout d'un moment, c'est un higher low, désolé, daily pour inverser la tendance sur XLF. Donc les financières. OK? C'est tout ça le principe. Et derrière, on a clairement aussi un niveau pivot ici à viser aux alentours des 54. Donc voilà un autre secteur où on pourrait faire de la rotation. Maintenant, les sous-secteurs, hyper intéressants aussi pour aller jouer des valeurs et un peu prendre le pouls, pareil, du risque on sur le marché. Le quantique. Là, je vous montre des valeurs. Les ETF sont un peu moins disponibles ou un peu moins liquides et vous avez des leaders du secteur. Je me sers de eux pour vous parler en fait du secteur plus globalement. Donc IONQ est un peu le leader pure player de l'informatique quantique. Pareil, depuis avec un peu de retard à l'allumage, plutôt vers mi-avril, on a commencé à se réveiller, à inverser la loi de dos en cassant les 42 sur IONQ. Donc ici, on voit qu'on a formé un premier swing low intéressant et qu'on commence à rider de manière plus sympa les EMA 12 et 26 en daily et qu'on vient surtout cette semaine là qui vient de passer de inverser la loi de dos en daily. On voit que quand on revient tester la moyenne mobile, le MA12 ici, ça réagit, ça rachète. Donc très intéressant. Le quantique, bon, on a cette sacrée zone ici à 55 en fait à passer. À un moment donné, pendant les earnings, ça s'est passé hors marché, hein. Ça s'est passé hors des horaires de marché US. On a tenté un peu de passer au-dessus pendant des résultats, mais on a rejeté. Donc ici sur les regular trading hours, on n'est pas au-dessus. Donc on a encore pour moi officiellement cette résistance à passer. Mais clairement, on peut être en début
de retournement de trend et rien que pour retourner sur les plus hauts de l'année dernière sur IONQ, c'est plus de 80 $. Donc on a quasiment un x2 à jouer en retournant sur ces ATH. Ok, donc ça, c'est sur la partie quantique. Sur la partie terre rare, lui, il l'a fait pendant MP Material, qui est un des leaders aussi des terres rares. Vous voyez que ça a moins baissé que le quantique, mais ça ressemble un peu avec, ceci dit, c'est un peu plus bullish puisque, alors on a tenté de franchir cette résistance là, vendredi, jeudi et vendredi. Parce qu'il y avait aussi des earnings à 73, mais pour l'instant on échoue. Mais on est peut-être en train, je vous ai dit, hein, des secteurs comme ça, des sous-secteurs, il y a beaucoup d'argent des fois à prendre, mais c'est très volatile, il faut avoir les nerfs un peu plus accrochés. Et vous voyez que le rebond depuis le début, depuis pareil fin avril, on regagne quand même, à un moment donné, on regagnait allez, près de 60%, alors qu'on n'est pas du tout sur la TH d'octobre 2025 encore. Et vous voyez qu'on peut taper des grosses journées de baisse, hein. Là, justement, vendredi, on a rejeté de l'ouverture à la clôture, c'est moins 8%, hein, presque moins 9. Donc, faut faire attention. Mais on raille toujours les EMA court terme. Et clairement, si on commence à faire des clôtures daily au-dessus de 73, ce sera très intéressant pour le secteur des terres rares et un secteur risk on de plus qui nous donnera un signal plutôt vert, quoi. Au niveau des entreprises crypto, Circle, lui, tente un petit peu avec du retard par rapport à IONQ. Après, ça dérouillé post-introduction en bourse, hein, en passant de 300 $ à 50, hein, rien qu'au passage. Ça, si vous êtes dedans, vous vous faites massacrer. C'est pour ça qu'il faut attendre quand même des premiers signaux. Alors, ici, j'ai mis, c'est d'un niveau, les 85 maintenant qu'il faut conserver sur Circle, sinon c'est très embêtant. Ça veut dire que les vendeurs reprennent clairement la main. Là, ce qu'on aimerait, c'est de valider un premier changement de cycle, aller, on va dire daily, peut-être même weekly. L'objectif, c'est d'aller briser les 135 $. Donc là, c'est ce qu'on tente de faire après cette première consolidation. Donc Circle à surveiller. D'ailleurs, il y a les résultats, je vais vous montrer. Ce sera très important. Ça pourrait être un signal bull global, risk on et aussi sur la crypto bullish si c'est positif sur les earnings de Circle et qu'on commence à aller s'installer au-dessus de 135. Là, ça peut derrière, on a la porte ouverte. Alors, on a une résistance intermédiaire à 160 $, mais derrière, ça peut être la porte ouverte pour retourner aux ATH avec donc un x3 en vue à minima. Et pour Coinbase, après une période difficile, là, on tente aussi, et finalement, les earnings ont plutôt plu euh, cette semaine. On tente à former une figure là de retournement. Alors oui, en weekly, ça peut encore être un bear flag, donc il faut faire attention. Bien sûr, on pourrait rentrer et maintenant le stop loss se mettrait sous les 183, 182 $, qui est finalement le point bas de ce vendredi. Et en attendant, bien sûr, il faudrait casser les 216 sur Coinbase pour se dire qu'on va repartir vraiment haussier, hein, et aller se rediriger vers les 400. Donc voilà. Maintenant, le secteur du nucléaire, lui aussi est quand même assez bas, hein. Il a énormément de potentiel. On commence à essayer de se retourner, mais c'est quand même assez difficile. Vous voyez que comme pour Circle, il manque véritablement encore à retourner la loi de dos en daily, hein. Donc pareil, de vraiment casser cette résistance ici sur SMR à 14,20. Donc, mais c'est des secteurs qui commencent à se mettre en position de possible rotation. C'est ça que je veux vous dire. Et que si jamais on a une stabilisation de SMH, des semi-conducteurs, et que tous ces secteurs commencent à montrer des signaux de retournement encore plus forts, c'est qu'on sera full risk on sur le marché et qu'on sera sur une période où il faut profiter des longues avant qu'on ait éventuellement un blow off top sur le marché. Je vais en profiter pour faire cette parenthèse. Sur le blow off top, ça voudrait dire qu'on aurait même des semi-conducteurs qui continuent à monter et vous commencez à avoir tous les secteurs et des autres secteurs dont j'ai parlé, les logiciels qui montent, les financières qui montent, et puis les sous-secteurs comme ça avec des plus petites valeurs spéculatives qui font des runs haussiers. Voilà, tout monte et vous commencez à voir aussi sur les indices que ça verticalise, ça s'éloigne de plus en plus des moyennes mobiles les plus longues en weekly ou des EMA 200. Là, vous dites, oulala, blow off top, vous commencez à voir vos potes
qui vous parlent pas trop de finances, qui se demandent s'ils doivent pas mettre de l'argent finalement dans l'IA pour devenir riche, c'est là qu'à ce moment-là, au moins on trime les positions, c'est-à-dire qu'on coupe une bonne partie, on arrête d'acheter, voire pour ceux qui veulent protéger un capital qui aurait été bien gagné, on coupe totalement certaines positions. Mais voilà, c'est dans ces cas-là qu'on fait ça. Ok? Dans une idée de blow off top, vous avez l'ensemble des secteurs qui sont en train de monter et un sentiment d'euphorie sur le marché. Là, pour l'instant, je dirais, on n'y est pas puisqu'il y a certains secteurs qui participent pas du tout à la fête. Donc, euh, donc voilà. SMR est un exemple, hein. OKLO est un peu plus fort sur le nucléaire, mais c'est à peu près la même configuration. J'en parle pas plus que ça. Là. Et puis je vais finir par un autre secteur qui lui va peut-être aussi dans les prochaines semaines là bien accélérer, c'est le spatial. Et là avec la première valeur pure player, c'est Rocket Lab. Et donc là on vient de faire une journée faramineuse vendredi et un nouvel ATH en ridant au global, hein, une moyenne mobile 200 daily qui maintient une tendance à long terme haussière. Mais là, c'est quand même fou quand sur des journées comme vendredi, en fait, on a une action qui prend 22% en une journée. Et on finit de top to bottom to top, la bougie est pleine quoi. Donc c'est ultra puissant et c'est sûr que ça rend nostalgique de grosses journées sur la crypto. Pendant ce temps-là, c'est beaucoup plus calme hein, sur Bitcoin et la plupart des altcoins. Mais voilà, là on a voilà Rocket Lab, LUNR, Intuitive Machine aussi, lui qui n'est pas en ATH mais qui a fait une super journée aussi vendredi. Voilà un secteur hein, qui est en train de d'avoir vraiment le vent en poupe. Alors, je vais finir cette vidéo qui était assez longue en parlant des matières premières. Donc là, pareil aussi, et des métaux précieux, donc le gold en daily. Là, pareil, hein, je disais la probabilité d'aller faire un higher low, donc un plus bas plus haut que le précédent en daily weekly, bah voilà, on est en train d'essayer de retourner la tendance. Et là, c'est intéressant, hein. Cette semaine, si on commence à s'installer de nouveau au-dessus de 4780, je vais vous le faire un peu plus précisément. Du coup, sur la journée de jeudi, 4775, ouais, c'est ça. Et si on commence à s'installer au-dessus de 4775 sur l'once d'or, sur le contrat futur, hein, je chercherai des longues sur les métaux précieux. Parce que pour moi, on pourrait revenir, retrouver des flux euh, et aller casser à terme les 4915 sur le gold pour retourner un petit peu sur les plus hauts du début d'année. Sur le cuivre, hein, qui montre aussi, là j'avais fait ça la semaine dernière, bon bah voilà, on a fait un bull flag daily, et là on semble bien parti, le cuivre, hein, qui est un matériau qui va quand même bien servir encore pour les data centers. Je pense qu'on est rentré dans un cycle haussier qui va être intéressant. Le petit excès qu'il y avait eu, pareil, en janvier, fin janvier, début février, autour des 6,50, 6,60 sur ces contrats à terme sur le cuivre, on va y retourner tôt ou tard ici. Et puis le pétrole, donc lui, il nous sert plutôt de baromètre sur la crise et vous voyez qu'on est plutôt en train de faire ce qu'on appelle un équilibrium. Donc je pense qu'on va jouer la montre jusqu'à que ça se décante un peu plus dans le détroit d'Ormuz. Et donc quand je dis équilibrium, c'est voilà, hein, on fait un plus haut, un plus bas, on monte le plus haut, plus bas que le précédent, et là peut-être un plus bas, plus haut que le précédent pour contracter la volatilité et à un moment donné, on prendra une direction, soit une nouvelle crise, je ne sais pas de quelle nature exactement énergétique et on casse à la hausse, soit la résolution du conflit et la positivité sur l'énergie, les sources alternatives, et on a un baril qui retournera vers les 70 dollars. Ok? Donc voilà, c'est ce qui. Je ne traite pas souvent le pétrole, je m'en sers plutôt comme baromètre pour savoir si je dois être plutôt risk-on ou risk-off ou s'il se passe des choses en particulier. Et pour finir, l'agenda de la semaine, ce que vous devez retenir, c'est mardi. On aura l'inflation américaine CPI à 14h30. Mercredi, on aura son cousin sur les prix à la production un peu moins important, mais toujours intéressant à regarder. Et surtout, si je me trompe pas, après, euh, jeudi 14, il y a la rencontre, c'est pas spécifié ici là, mais on a la rencontre hein, Donald Trump, Xi Jinping. Donc il faudra quand même surveiller ça, hein, évidemment, puisque ça aura un impact sur le marché.
Et sur les earnings, rapidement cette semaine pour ceux que ça intéresse. Donc sur la crypto, on a Circle, hein, même lundi avant l'ouverture. On a quelques trucs intéressants quand même encore cette semaine sur les résultats d'entreprise. Dans la santé, IMC Health, on a Rigetti pour le quantique, on a Marathon Digital encore une fois pour la crypto. Mardi, on aura encore du quantique avec D-Wave Quantum. Okaelo ici pour le nucléaire, comme je le disais, Next Power aussi pour voir si sur l'énergie ça continue à faire des gros retours sur investissement. On a de la valeur encore liée à l'IA, ce secteur tech semi-conducteur avec Nebius là-dessus. Donc mercredi on aura ça à regarder. Cisco aussi. On a les terres rares USAR, USA Rare Earth, important aussi mercredi. J'en oublie un peu, hein, mais je vous donne les principaux rapidement. Puis jeudi, vendredi, ça baisse un peu en intensité, mais notamment, je vous parlais sur le spatial, vous avez l'UNR, Intuitive Machine, avec les résultats jeudi. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, et puis on se donne rendez-vous dans le channel cette semaine pour d'autres trades.